Le 13 juillet 2024, lors d'un meeting de campagne près de Butler, en Pennsylvanie, l'ancien président et candidat républicain Donald Trump s'adresse à son public. C'est là la routine, somme toute banale, d'une campagne électorale. Mais l'événement prend une tournure dramatique lorsque Thomas Matthews Crook, âgé de 20 ans, tire plusieurs balles en direction de Trump. Bien que l'équipe de campagne de ce dernier ait affirmé qu'il allait bien, l'incident a provoqué une onde de choc dans le monde politique. Ceci n'est pas une vidéo sur la tentative d'assassinat, mais sur ce qui aurait pu se passer si le tireur avait atteint son but. Cette vidéo propose d'explorer les divers recours démocratiques qui interviennent dans de pareils événements extraordinaires. Pour ceux d'entre vous qui ont pu voir les débats entre Trump et Biden, il est clair que Biden n'a pas particulièrement brillé. C'est le moins qu'on puisse dire. Disons qu'il n'a peut-être plus les capacités cognitives pour diriger le pays le plus puissant de la planète. Et ce n'est bien sûr pas une critique contre Joe Biden, personne n'échappe aux affres de la vieillesse. Mais que se passe-t-il dès lors qu'un candidat n'est plus apte à exercer ses fonctions ? Que se passe-t-il lorsqu'un candidat est trop diminué pour pouvoir assurer la bonne fin de son mandat ? Imaginez, après toute cette campagne pour un candidat et juste avant les élections, il disparaît à cause d'une fusillade, d'un déclin mental, d'une maladie ou de toute autre raison. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, la réponse à cette question dépend du moment où cela se produit dans le cycle électoral. Commençons par le début. Si le candidat du parti républicain ou démocrate était incapacité avant les primaires, il resterait beaucoup de cadres dans les deux partis prêts à se lancer dans la course à la nomination. Le seul vrai problème concerne les autres candidats. Ils doivent déposer leur candidature avant une date butoir pour être inscrits sur les bulletins de vote à la primaire. Puisque 22 États ont des dates butoirs avant la nouvelle année, cela pourrait être rapidement résolu car les responsables de ces élections peuvent ajuster les dates pour permettre l'inscription de nouvelles candidatures à temps pour certaines primaires de printemps. Quoi qu'il en soit, d'autres candidats seraient toujours présents sur le bulletin de vote pour concourir à la nomination de leur parti. Imaginons maintenant qu'un décès survienne après les primaires mais avant la convention de nomination. C'est très précisément à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes. La convention ressemblerait alors à ce qu'elle était avant que les réformes ne fassent des primaires l'événement charnière pour le vote, mais sans les petits arrangements officieux en coulisses. Alors les délégués arriveraient à la convention sans engagement envers un candidat. Et c'est là que commence le difficile processus de sélection. Les prétendants se déplaceraient de délégation en délégation pour convaincre les délégués de leur soutien, comme l'ont fait récemment les sénateurs Kennedy et Johnson en 1960 à la convention de Los Angeles. Ce serait un combat intense et chaotique. Imaginez des négociations frénétiques, des arrangements en coulisses et des discours publics. Maintenant, rendons les choses encore plus intéressantes. Supposons qu'un candidat soit officiellement élu et confirmé, mais qu'il se retrouve ensuite incapacité. Que se passe-t-il alors ? C'est là que les choses deviennent un peu floues. Il n'y a eu qu'un seul cas documenté dans ce genre de situation. En 1972, lors de la convention démocrate, il a été révélé que le colistier de George McGovern, le sénateur Tom Eagleton, avait été traité pour une maladie mentale. Les temps étaient alors différents et cela a conduit à sa démission. Le sénateur McGovern dut choisir un remplaçant qui fut finalement Sargent Shriver. Cependant, il ne pouvait pas ajouter Shriver comme colistier sans suivre une procédure réglementaire. Il fallait que ce soit ratifié par le Comité national démocratique, ou CND. Le 9 août 1972, Jane Westwood, présidente du CND, convoqua le Comité national pour nommer officiellement Shriver comme colistier de McGovern. Ça peut sembler simple, mais ça n'est pas le cas. Et cela concernait la vice-présidence, pas la présidence. En réalité, les partis démocrates et républicains ont des protocoles différents pour ce genre de situation. Bien qu'on puisse imaginer que le vice-président serait probablement promu à la présidence, ce n'est pas garanti. Si les dirigeants du parti estiment que le vice-président, qui avait peut-être été choisi pour d'autres raisons, ne devrait pas figurer en tête de la nouvelle liste, la situation peut se compliquer. Cependant, le président du CND doit, je cite, consulter les dirigeants démocrates du Congrès des États-Unis et l'Association des gouverneurs démocrates, puis faire un rapport au Comité national démocratique, qui est chargé de pourvoir le poste vacant. Cela est clairement stipulé dans la charte du Parti démocrate. En revanche, pour le Parti républicain, en cas de vacance, le Comité national républicain, CNR, peut soit convoquer de nouveau la Convention nationale, soit choisir un nouveau candidat directement. Selon la règle 9 du règlement, intitulée « Pourvoir au poste vacant dans les nominations », le nouveau candidat doit obtenir une majorité des voix pour être officiellement désigné comme candidat du parti.
Théoriquement, le Congrès pourrait adopter une loi spéciale pour repousser le jour de l'élection, donnant ainsi au parti du candidat décédé le temps de se regrouper. Cependant, ça n'a jamais été fait. La date de l'élection est fixée par la loi fédérale, c'est-à-dire le mardi suivant le premier lundi de novembre, qui serait le 5 novembre pour l'élection de 2024. C'est possible, mais très peu probable. Les deux chambres du Congrès devraient approuver cette mesure et le président devrait la signer, ce qui est presque impensable dans un gouvernement aussi divisé qu'aujourd'hui. Même si cela se produisait, le Congrès ne pourrait retarder l'élection que de quelques semaines, car la Constitution stipule qu'un mandat présidentiel se termine à compter de midi le 20 janvier. Cela ne peut pas être modifié. Le fait que les partis nationaux puissent désigner leurs candidats lorsque leur choix initial devient indisponible peut surprendre. Cependant, cela rappelle que la sélection du candidat est une affaire interne au parti. Il n'est donc pas surprenant que lorsqu'une telle situation se produit, les résultats soient souvent chaotiques. Un autre exemple nous vient du Parti démocrate en 1968, lorsque le président Lyndon Johnson décida de ne pas se représenter lors des primaires du New Hampshire contre Eugene McCarthy. Bien que Johnson ait remporté cette primaire, il a abandonné la course présidentielle peu après. Cela déclencha une compétition féroce pour le remplacer avec l'entrée en lice du sénateur Robert F. Kennedy ainsi que du vice-président Hubert Humphrey. Or, nous savons tous ce qui est arrivé à Robert Kennedy plus tard cette année-là. La convention fut tellement chaotique pour le parti perdant qu'elle a conduit à une refonte complète du système des primaires, aboutissant au processus de nomination que nous connaissons aujourd'hui. Alors, que se passerait-il si un candidat mourait après le jour de l'élection, mais avant que le Congrès ne comptabilise les votes ? Aucun candidat élu n'est mort durant cette période jusqu'à présent. Cependant, il y a eu un précédent avec un candidat perdant en 1872. Horace Greeley, candidat démocrate, est décédé après avoir perdu l'élection face à Ulysses S. Grant, mais avant le vote du collège électoral. Bien que sa mort n'ait pas changé le résultat, il y a eu un débat sur le sort des 66 votes du collège électoral qu'il avait remporté. La plupart des électeurs ont choisi de voter pour un autre candidat, et le Congrès a décidé de ne pas comptabiliser les 3 votes attribués au défunt Greeley. Cependant, ce précédent n'est pas entièrement applicable, car il date d'avant la ratification du 20e amendement. Plus important encore, l'article 3 de cet amendement stipule que si, au moment où le mandat du président commence, le président élu est mort, le vice-président élu devient président. Mais la question demeure. Que se serait-il passé si les votes avaient affecté le résultat ? Si le candidat ayant obtenu le plus de voix venait à mourir le jour de l'élection et à la réunion du collège électoral, un nouveau candidat pourrait encore être désigné à ce stade. Laissez-moi vous expliquer. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'en votant, ils ne votent pas directement pour un candidat. Les électeurs ne votent pas directement pour le candidat, mais pour des grands électeurs qui s'engagent à soutenir leur parti au collège électoral. Ces grands électeurs se rencontrent alors dans les capitales des États pour signer les procès-verbaux électoraux qui seront ensuite envoyés au président du Sénat, le vice-président, pour être comptés et certifiés. Ainsi, dans la plupart des États, les grands électeurs peuvent voter pour le remplaçant désigné par leur parti, même si ce nom ne figure pas sur le bulletin de vote initial. Ce candidat serait choisi en fonction des mêmes critères que ceux discutés précédemment. Cependant, depuis 2020, 33 États et le district de Columbia ont des lois obligeant les grands électeurs à voter pour les candidats pour lesquels ils se sont engagés. On les appelle, je cite, les grands électeurs déloyaux. Donc si ces électeurs votent pour un remplaçant, cela signifie qu'ils enfreignent la loi, car ce remplaçant ne pouvait pas avoir gagné de voix. Dans la moitié des États, il n'y a pas de mesure pour faire respecter la loyauté des grands électeurs. Dans ce cas, il est probable que les législateurs se réuniraient rapidement pour modifier la loi et éviter que leur voix soit annulée. Si un candidat décède après la réunion des grands électeurs mais avant que le Congrès ne comptabilise les voix, le Congrès déclarerait le président élu décédé comme vainqueur et le vice-président élu accéderait à la présidence. Nous en avons déjà observé une situation similaire, bien que sur une échelle beaucoup plus réduite. Prenons l'exemple d'un candidat démocrate pour un siège au Sénat dans le Missouri dans les années 2000. Le gouverneur et candidat au Sénat Mel Carnahan est décédé seulement 20 jours avant l'élection. Le lieutenant-gouverneur, également démocrate, qui est devenu le gouverneur par intérim, s'était engagé à nommer la femme de Carnahan, Jean, au poste si elle était élue à titre posthume. Ce qui fut le cas. Vous ne rêvez pas, le défunt a remporté l'élection. Jean Carnahan a ensuite été nommée pour occuper le siège de son mari décédé, mais selon la loi du Missouri, elle n'a pu exercer ses fonctions que jusqu'à l'organisation d'une élection spéciale en 2002.
Pour des postes majeurs, le Congrès pourrait annuler ses votes. Si aucun candidat n'obtient la majorité, cela pourra entraîner une nouvelle élection. D'après le 12e amendement, si aucune majorité n'est obtenue, la Chambre des représentants choisit le président, tandis que le Sénat choisit le vice-président. Ce processus, appelé élection contingente, pourrait créer beaucoup de confusion. En cas de problème, les partis chercheraient à en tirer profit et les opportunistes pourraient exploiter le chaos. La bonne nouvelle, c'est que ce genre de situation serait extrêmement rare et donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Une fois les votes certifiés, tout se passe bien. Si le président élu décède entre le comptage des voix par le Congrès et le jour de l'inauguration, le 12e amendement est clair. Le vice-président élu devient président. En fin de compte, la possibilité qu'un candidat à la présidence soit tué n'est pas nouvelle dans les campagnes. Cela a failli arriver à l'ancien président Teddy Roosevelt en 1912 lors d'un discours à Milwaukee, et ça s'est effectivement produit avec Robert Kennedy alors que la société était de plus en plus polarisée. Cette question du processus pourrait donc devenir de plus en plus pertinente. Merci d'avoir regardé et à bientôt.